Hector Malot, Sans famille, tome 1, chapitre 5, Sur la route avec Vitalis. Pour acheter les enfants 40 francs, il n'en résulte pas nécessairement qu'on soit un ogre ou qu'on fasse provision de chair fraîche afin de la manger. Vitalis ne voulait pas me manger, et par une exception rare chez les acheteurs d'enfants, ce n'était pas un méchant homme. J'en eus bientôt la preuve. Après avoir marché environ un quart d'heure, il m'abandonna le bras. « Maintenant, dit-il, chemine doucement près de moi, mais n'oublie pas que si tu voulais te sauver, Capi et Zerbino t'auraient bien vite rejoint. Ils ont les dents pointues. » Me sauver, je sentais que c'était maintenant impossible et que par suite il était inutile de le tenter. Je poussai un soupir. « Tu as le cœur gros, continua Vitalis. Je comprends cela et ne t'en veux pas. Tu peux pleurer librement si tu en as envie. Seulement tâche de sentir que ce n'est pas pour ton malheur que je t'emmène. Que serais-tu devenu? Tu aurais été très probablement à l'hospice. Les gens qui t'ont élevé ne sont pas tes pères et mères. Ta maman, comme tu dis, a été bonne pour toi et tu l'aimes. Tu es désolé de la quitter. Tout cela, c'est bien, mais fais réflexion qu'elle n'aurait pas pu te garder malgré son mari. Il n'a pas de quoi vivre, il est estropié, il ne peut plus travailler. Et il calcule qu'il ne peut pas se laisser mourir de faim pour te nourrir. Comprends aujourd'hui, mon garçon, que la vie est trop souvent une bataille dans laquelle on ne fait pas ce qu'on veut. Sans doute c'étaient là des paroles de sagesse, ou tout au moins d'expérience. Mais il y avait un fait qui, en ce moment, criait plus fort que toutes les paroles, la séparation. Je ne verrai plus celle qui m'avait élevée, qui m'avait caressée, celle que j'ai aimée, ma mère. Et cette pensée me serrait à la gorge, m'étouffait. « Réfléchis à ce que j'ai dit, petit, répétait de temps en temps Vitalis. Tu ne seras pas malheureux avec moi. » Après avoir descendu une pente assez rapide, nous étions arrivés sur une vaste lande qui s'étendait, plate et monotone, à perte de vue. Pas de maison, pas d'arbres, un plateau couvert de bruyères rousses, avec çà et là de grandes nappes de genêts rabougris qui ondoyaient sous le souffle du vent. Longtemps nous cheminâmes au milieu de tristes solitudes, ne quittant les landes que pour trouver des champs de bronde. C'était la première fois que je faisais une pareille marche d'une seule traite et sans me reposer. Mon maître avançait d'un grand pas régulier, portant Joli Cœur sur son épaule ou sur son sac, et autour de lui les chiens trottinaient sans s'écarter. De temps en temps, Vitalis leur disait un mot d'amitié, tantôt en français, tantôt dans une langue que je ne connaissais pas. Ni lui ni eux ne paraissaient penser à la fatigue, mais il n'en était pas de même pour moi. J'étais épuisée et j'avais la plus grande peine à suivre mon maître. Cependant, je n'osais pas demander à m'arrêter. « Ce sont tes sabots qui te fatiguent, me dit-il. À Ussel, je t'achèterai des souliers. » Ce mot me rendit le courage. En effet, des souliers avaient toujours été ce que j'avais le plus ardemment désiré. Le fils du maire et aussi le fils de l'aubergiste avaient des souliers, de sorte que le dimanche, quand ils arrivaient à la messe, ils glissaient sans bruit sur les dalles sonores, tandis que nous autres paysans, avec nos sabots, nous faisions un tapage assourdissant. « Ussel, c'est encore loin ?»« Voilà un cri du cœur, dit Vitalis en riant. Tu as donc envie d'avoir des souliers, mon garçon ? Eh bien, je t'en promets avec des clous dessous, et je te promets aussi une culotte de velours, une veste et un chapeau. Cela va sécher tes larmes, j'espère, et te donner des jambes pour faire les 6 lieues qui nous restent. » Des souliers avec des clous dessous, je fus ébloui. C'était déjà une chose prodigieuse pour moi que ces souliers, mais quand j'entendis parler de clous, j'oubliai mon chagrin. Non, bien certainement, mon maître n'était pas un méchant homme. Est-ce qu'un méchant se serait aperçu que mes sabots me fatiguaient? Des souliers à clous, une culotte de velours, une veste, un chapeau. Ah, si mère Barberin me voyait, comme elle serait contente, comme elle serait fière de moi. Quel malheur qu'Ussel fût encore si loin. Voilà, les souliers et la culotte de velours qui étaient au bout des 6 lieues qui nous restaient à faire. Il me sembla que je ne pourrais pas marcher si loin. Heureusement, le temps vint à mon aide. Le ciel, qui avait été bleu depuis mon départ, s'emplit peu à peu de nuages gris, et bientôt il se mit à tomber une forte pluie fine qui ne cessa plus. Avec sa peau de mouton, Vitalis était assez bien protégé,
et il pouvait abriter Joli Cœur qui, à la première goutte de pluie, était promptement rentré dans sa cachette. Mais les chiens et moi, qui n'avions rien pour nous couvrir, nous n'avions pas tardé à être mouillés jusqu'à la peau. « Ton rhumes-tu facilement ?» me demanda mon maître. « Je ne sais pas, je ne me rappelle pas avoir été jamais enrhumé. »« Bien cela, bien. Décidément, il y a du bon en toi, mais je ne veux pas t'exposer inutilement. Nous n'irons pas plus loin aujourd'hui. Voilà un village là-bas, nous y coucherons. » Mais il n'y avait pas d'auberge dans ce village et personne ne voulut recevoir une sorte de mendiant qui traînait avec lui un enfant et 3 chiens aussi crottés les uns que les autres. « On ne loge pas ici, nous disait-on. Si l'on nous fermait la porte au nez, nous allions d'une maison à l'autre sans qu'aucune s'ouvrît. Faudrait-il donc faire encore et sans repos les 4 lieues qui nous séparaient du sel? » Enfin, un paysan, plus charitable que ses voisins, voulut bien nous ouvrir la porte d'une grange. Mais avant de nous laisser entrer, il nous imposa la condition de ne pas avoir de lumière. « Donnez-moi vos allumettes, dit-il à Vitalis. Je vous les rendrai demain quand vous partirez. Au moins, nous avions un toit pour nous abriter. » Et la pluie ne nous tombait plus sur le corps. Vitalis était un homme de précaution qui ne se mettait pas en route sans provision. Dans le sac de soldat qu'il portait sur ses épaules, il trouvait une grosse miche de pain qu'il partagea en 4 morceaux. Alors je vis pour la première fois comment il maintenait l'obéissance et la discipline dans sa troupe. Pendant que nous errions de porte en porte cherchant notre gîte, Zerbino était entré dans une maison et il en était ressorti aussitôt rapidement, portant une croûte dans sa gueule. Vitalis n'avait dit qu'un mot. « À ce soir, Zerbino. » Je ne pensais plus à ce vol quand je vis au moment où notre maître coupait la miche, Zerbino prendre une mine basse. Nous étions assis sur 2 bottes de fougères, Vitalis et moi, à côté l'un de l'autre, Joli Cœur entre nous deux. Les 3 chiens étaient alignés devant nous, Capi et Dolcet, les yeux attachés sur ceux de leur maître. Zerbino, le nez incliné en avant, les oreilles rasées. « Que le voleur sorte des rangs, dit Vitalis d'une voix de commandement, et qu'il aille dans un coin. Il se couchera sans souper. » Aussitôt Zerbino quitta sa place et, marchant en rampant, il alla se cacher dans le coin de la maison de son maître, que son maître lui avait indiqué. Il se fourra tout entier sous un amas de fougères, et nous ne le vîmes plus, mais nous l'entendîmes souffler plaintivement avec des petits cris étouffés. Cette exécution accomplie, Vitalis me tendit mon partagea par Barberin. Je n'avais certes pas été gâté, cependant le changement me parut rude. Ah, comme la soupe chaude que mère Barberin nous faisait tous les soirs m'eût paru bonne, même sans beurre. Comme le coin du feu m'eût été agréable, comme je me serais glissé avec bonheur dans mes draps, en remontant les couvertures jusqu'à mon nez. Mais hélas, il ne pouvait être question ni de drap ni de couverture, et nous devions nous trouver encore bien heureux d'avoir un lit de fougères. Brisé par la fatigue, les pieds écorchés par mes sabots, je tremblais de froid dans mes vêtements mouillés. La nuit était venue. La nuit était venue tout à fait, mais je ne pensais pas à dormir. « T'es donc là, dit Vitalis, tu as froid ?»« Un peu. »« Un peu. » Je l'entendis ouvrir son sac. « Je n'ai pas une garde-robe bien montée, dit-il, mais voici une chemise sèche et un gilet dans lesquels tu pourras t'envelopper après avoir défait tes vêtements mouillés. Puis tu t'enfonceras sous la fougère. Tu ne tarderas pas à te réchauffer et à t'endormir. » Cependant, je ne me réchauffais pas aussi vite que Vitalis le croyait. Longtemps, je me tournais et me retournais sur mon lit de fougères, trop endolori, trop malheureux pour pouvoir m'endormir. Est-ce qu'il en serait maintenant, tous les jours ainsi, marcher sans repos sous la pluie, coucher dans une grange, trembler de froid, n'avoir pour souper qu'un morceau de pain sec, le cœur gros et les yeux pleins de larmes? Je sentis un souffle tiède me passer sur le visage. Et il me sentait, il reniflait doucement.
Son haleine me courait sur la figure et dans les cheveux. Que voulait-il? Elle se coucha bientôt sur la fougère, tout près de moi, et délicatement se mit à me lécher la main. Tout ému de cette caresse, je me soulevai à demi et l'embrassai sur son nez froid. Il poussa un petit cri étouffé, puis vivement il mit sa patte dans ma main et ne bougea plus. Alors, j'oubliai fatigue et chagrin, ma gorge contractée se desserra, je respirai. Je n'étais plus seule, j'avais un ami.